L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes InPower, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de s'abonner, de soutenir le podcast. Bonne écoute! Les tout premiers romans que j'ai écrits, j'avais pas encore de public puisque j'écrivais pour moi, en plus de mon travail sur mon temps libre. Je me demande si je me censurais pas encore plus parce qu'au début, quand on écrit, on essaye de... On n'ose pas aller explorer vraiment tous les recoins, toutes les facettes les plus sombres. Donc en fin de compte, je me censurais peut-être déjà un petit peu. Et puis j'ai été connue grâce à Tout le bleu du ciel. Et donc là, tout allait bien parce que c'est un roman plutôt très doux, très politiquement correct, avec un personnage de femme que tout le monde adore. Elle fait l'unanimité, elle est douce, elle est maternelle, elle correspond à tous les clichés. J'ai pas pris trop de risques sur ce roman, on va dire. Donc tout allait bien. Et puis les romans suivants, j'ai commencé à percevoir le regard du lecteur qui se disait « Oh là là, drôle de personnage de femme quand même. Est-ce qu'il y avait besoin de mettre du sexe? Est-ce qu'il y avait besoin de mettre de la drogue? Est-ce qu'il y avait besoin de mettre de la violence? Pourquoi vous faites ça ?» Et j'ai senti que ça commençait à déranger certains parce que j'étais sur des romans moins lisses, on va dire. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à écrire avec ce troisième œil derrière mon épaule. Et je me suis dit non, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Je vais finir par écrire un espèce de bouillie très lisse pour être sûre de faire l'unanimité comme avec Tout le bleu du ciel. Parce que mine de rien, j'ai 7 romans qui sont sortis. Mais c'est celui-là qui semble faire l'unanimité, qui semble rassembler toutes les générations, hommes, femmes, alors que les autres, il y a toujours... Son public. Oui, ils ont un public, ils choquent une certaine population, pas une autre. Enfin voilà. Donc je me suis dit non, je vais pas refaire Tout le bleu du ciel en boucle. Je peux pas aller vers ça. Et en plus, j'avais envie d'écrire des choses plus piquantes, plus mordantes, plus dérangeantes. C'est vers ça que je voulais aller. Mais j'avais besoin de m'émanciper avec quelques romans avant pour y aller vraiment, parce qu'on n'y va pas tout de suite. On sait qu'on est lu par ses proches, par son entourage, que les gens font des liens, essayent de voir des similitudes. Est-ce que c'était moi? Est-ce qu'il y a du vécu, etc. Donc non, je me suis dit, il faut que je me débarrasse de ce troisième œil. Je ferai jamais l'unanimité de toute façon. Et maintenant je m'en débarrasse totalement. Je ne lis même... Au début, pendant très longtemps, je continue à lire les chroniques sur les romans que je pouvais voir passer sur les réseaux sociaux. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, à quoi bon? Puisque qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, ça va pas changer ce que j'écris actuellement. Parce que j'écris ce que je veux écrire moi et pas ce qu'on attend de moi que j'écrive. Donc, T'as beaucoup progressé entre ton premier et ton dernier roman. Ça m'intéresse de savoir déjà, même pour arriver à ce premier roman, comment est-ce que tu as acquis les qualités littéraires que tu avais? Parce que quand même, pour avoir un tel succès pour un premier roman, c'est bien qu'il y avait du niveau. Et ensuite, comment as-tu continué à progresser? Parce que ce qui est assez singulier dans l'écriture, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'école d'écriture, il n'y a pas vraiment de professeur pour nous apprendre à écrire, c'est quelque chose qui est très personnel, c'est notre style qui va faire la différence. Donc comment est-ce que tu travailles ça alors que tu, finalement, es vachement livré à toi-même dans cet apprentissage? Je pense que j'ai juste écrit en boucle. Mon premier roman, je l'ai terminé, enfin Tout le bleu du ciel, en tout cas celui qui est connu pour être mon premier roman. Je l'ai terminé à 27 ans et j'écrivais depuis l'âge de 7 ans. Donc en fait, il y a 20 ans de brouillons, de trucs minables, jetés, réécrits, recommencer en boucle. Je pense que tout simplement, quand on s'amuse, on peut y passer des heures sans voir le temps passer. Et donc, il suffit de faire, d'essayer encore. Et pourtant, quand je relis mes premiers romans, je me dis, oh là là, il n'y avait pas de style, c'était très fade, c'était très... On est son pire ennemi, hein. Franchement. C'était très basique en termes d'écriture. Mais voilà, c'est des années de pratique. Et puis je pense qu'à un moment donné, on gagne en confiance et on ose un peu plus jouer avec les mots, ce que je faisais pas au début. Et est-ce que tu te faisais relire? Est-ce que tu faisais lire tout court? Ben non, parce qu'en plus, j'avais cette espèce de pudeur qui faisait que personne n'avait le droit de poser les yeux sur ce que je faisais pendant des années et des années. Ah ouais. Et il a fallu attendre mes 25 ans pour que j'accepte de faire lire un premier texte à mes proches. Okay. Et vraiment, au compte-gouttes, je sélectionnais les personnes qui avaient le droit de lire. Qu'est-ce qui a changé pour que tu franchisses ce pas?
Et je suis venue à bout d'un premier roman parce que déjà de mes 7 à mes 25 ans, c'était des débuts de romans en permanence. Tous abandonnés, tous. Et en fait, le jour où j'ai réussi à en écrire un en entier, je me suis dit, bon là, il faudrait peut-être quand même que tu montres ça à quelqu'un. Donc, j'ai pas choisi d'abord des proches trop proches. Parce que y a quand même quelque chose d'intime quand on écrit, on y met un petit peu... on peut y mettre des choses qu'on a vécues, des émotions qu'on a déjà ressenties. Enfin voilà, j'avais pas envie que ma mère ou que mes sœurs ou que des gens trop proches puissent essayer de faire des liens avec mon enfance, avec des histoires d'amour que j'aurais eues. Donc j'ai commencé par une amie de ma mère, qui est aussi ma marraine symbolique, donc qui était proche, mais... pas proche dans mon entourage familial. Et donc, elle a eu un regard très, très bienveillant sur ce que je faisais. Et donc, ensuite, je crois que les suivants, ça a été ensuite ma mère, mes sœurs, et puis petit à petit, des amis. Et puis, j'ai élargi comme ça, petit à petit. Je serais curieuse de savoir, parce que c'est un rêve qu'ont beaucoup de Français, de personnes de manière générale, de se dire, faisons un tour du monde, allons explorer une région du monde. Mais entre avoir l'idée et la concrétiser, il y a énormément de peurs, de doutes, de barrières. Qu'est-ce qui fait que toi et ton conjoint, vous vous dites, en fait, on veut le faire et on va dépasser les peurs qui nous animent quand même? Je pense que tout est une question de rencontre. Mais comme pour l'écriture, finalement, il a fallu que je tombe sur cet homme-là qui avait ce regard posé sur mon écriture pour me lancer pour de vrai. Et de la même façon pour le voyage, je me disais pas forcément depuis toute petite je vais faire un voyage. Enfin, c'était pas spécialement le déplacement géographique qui m'animait, mais plutôt le fait de m'offrir du temps. Je me suis toujours dit un jour je m'offrirai une parenthèse d'1 an où je ferai ce que je veux sans forcément aller au bout du monde, parce qu'en fin de compte on peut aller à 10 km et s'offrir 1 an de respiration pour se réinventer, faire ce qu'on aime. Mais je m'étais toujours dit un jour je veux me couper de mon rythme, me couper du monde, me couper de ce parcours tout tracé et m'offrir une parenthèse où je ferais ce que je voudrais. Et le voyage, j'avais le voyage en tête, mais c'était pas une condition absolue. Et donc, ce garçon que je rencontre me dit, moi, j'ai toujours rêvé... pareil, de la même façon, lui, il avait toujours rêvé de faire un grand voyage, un road trip au bout du monde. Mais il arrive sur ses 30 ans. Les visas, en général, c'est jusqu'à 30 ans. Puis, il n'a jamais rencontré quelqu'un qui partageait cette envie. Et donc, ça a été la rencontre de deux volontés, quoi, de deux visions. Et donc, on s'est dit, et si on le faisait ensemble Donc moi, j'arrivais en fin de CDD. Lui, il était en CDI, donc bien installé, mais il se plaisait plus, il s'ennuyait. Donc on s'est dit, est-ce que c'est pas le moment? Mais on se rencontrait à peine, en fait. Ah ouais? Ouais, on a pris les visas. Ça faisait 6 mois qu'on était ensemble quand on a pris les visas. Et on est parti, ça faisait 1 an. C'est pas grand-chose, 1 an, en réalité. Ouais, c'est sûr. Mais bon, t'as bien fait... Enfin, tu vois, c'est vraiment comme quoi il faut s'écouter. Hein. Mais oui. Ça s'est transformé. Donc du coup, vous partez en van en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça m'intéresse beaucoup en ce moment, le sujet du différentiel entre attente et réalité. Comment est-ce qu'avant de partir, tu l'imaginais? D'autant plus que, comme t'es romancière, j'imagine que t'avais quand même pu fantasmer le truc, tu vois, l'imaginer pas mal. Comment tu confrontes cet imaginaire à la réalité que tu vis? Et est-ce que c'est déceptif? Est-ce qu'au contraire, c'est juste différent? C'est différent. Ouais, non, c'est différent. Je dirais pas déceptif, mais c'est différent. Déjà, tout bêtement, tout le monde pense qu'il fait très beau là-bas. C'est important. Tout le monde s'imagine un road trip d'1 an sous un beau soleil, avec un dépaysement total. On est au bout du monde, donc on s'imagine que la vie là-bas est complètement différente. Et en fait, c'est très occidental. Ouais. Des petites rues au cordeau. C'est comme nos sociétés à nous, en fait. C'est très... on n'est pas en terre maori avec une vie complètement déconnectée. Non, c'est très organisé comme chez nous. C'est très occidental. Donc, on n'est pas tant déconnecté que ça. Et puis, c'est les 2 points qui diffèrent de ce que je m'en étais imaginé, parce que pour le reste, la nature sauvage était incroyable, les animaux, c'était incroyable. Donc, il y avait ça. Et la sensation de... je suis à l'autre bout du monde, mais en fait, je suis dans un mode de vie très, très, très comparable au mien
dans le quotidien. Et puis, au niveau du climat, en fin de compte, c'est le même climat que chez nous. Donc, c'est-à-dire qu'on s'était vraiment fait le pari de vivre 1 an en van. Vraiment de vivre autrement pendant 1 an. Mais du coup, moins 2 degrés la nuit, quand on dort dans son véhicule, c'est pas toujours facile. Là, on commence à remettre en question la décision, là. Voilà, il y a eu des passages très durs. C'était pas toujours, je vis en maillot de bain et poncho sur la plage par 25 degrés, non. Non, il y a eu des nuits très très froides et se réveiller le matin pour aller travailler à l'usine parce que mine de rien, faut l'autofinancer le voyage. Donc il y a eu des moments aussi très très durs. Je pensais que ça allait être que du kiff, de la liberté, de l'amusement. Et en fait, il y a eu des moments où je me suis dit, mais waouh, c'est plus dur que ma vie habituelle. C'est une très belle leçon. Ouais. Après, je pense que j'ai bénéficié du côté premier roman. Les journalistes, la critique aiment beaucoup découvrir des premiers romans, des talents inconnus. Voilà, le côté chercheur de pépites. Et puis après, y a un truc qui s'explique pas. Le texte procure des émotions, emporte. Mais ça... il remporte l'adhésion, il touche les lecteurs. Quand est-ce que tu te rends compte que là, potentiellement, ce livre, il est en train de changer ta vie? Pas tout de suite. Hein. Ah ouais. Non, au tout début, si, c'est assez impressionnant parce que donc on rentre de Nouvelle-Zélande où on a vécu vraiment avec rien dans notre fourgon, très peu aménagé. Et là, j'arrive en France et 3 semaines après, je suis invitée à faire mes premières télés, des radios. Je me fais maquiller en loge, coiffer. Et là, je me dis, waouh, ce livre me fait vivre une aventure incroyable. Peut-être que j'en vendrai que 200, mais... J'ai connu un plateau télé, tout était émerveillement, quoi. On me faisait monter à Paris, je roulais en taxi, tout était émerveillement et j'allais boire des cafés dans les troquets parisiens entre 2 émissions. Tout était fou, en fait. Je rencontrais des journalistes, j'avais jamais rencontré de journaliste de ma vie. Donc c'était déjà exceptionnel juste pour l'aventure, même si ça n'allait pas plus loin. Je me disais, voilà, j'aurais vécu ça. Et après, le succès est arrivé, mais petit à petit, ça s'est étalé sur 2-3 ans, donc on se rend pas compte tout de suite que vraiment c'est en train de changer notre vie et qu'on va pouvoir se consacrer à l'écriture. Donc tu t'en consacres pas après ton premier roman? D'accord. Non, tu retrouves un travail? Non, parce que tout simplement, déjà dans le monde de l'édition, il faut attendre 1 année entière de vente du livre pour toucher. Et encore, on les touche pas tout de suite. Ils arrêtent les comptes fin décembre et on touche l'argent en mai ou en juin. Ouais. Donc 1 an déjà, et demi après, quoi. Voilà. Ensuite, la petite maison d'édition qui m'avait repérée a entre-temps déposé le bilan. Donc de toute façon, j'ai eu toute une première année de vente que je n'ai jamais touchée. Non. Donc non, on se consacre pas tout de suite à l'écriture. Ah oui, ça fait un peu les boules quand même, ça. Ah ouais. Sachant ça, tu changerais quand même quelque chose ou pas? Parce que c'est eux qui t'ont propulsé quand même. Non. Est-ce que tu t'imposes une forme de rigueur d'écriture? Oui et non. À la fois, une journée où j'aurais pas écrit, j'aurais l'impression d'avoir un petit peu perdu ma journée. Et à la fois, je sais maintenant, avec le recul, je sais que si l'inspiration n'est pas là, tout ce que je peux me forcer à écrire de ce jour-là risque de finir à la poubelle dans 3 semaines, 1 mois, quand je vais le relire. Donc, je suis plus zen maintenant. Et est-ce que tu as trouvé des techniques pour stimuler l'inspiration? Je suis pas sûre qu'il y en ait qui... Je suis pas sûre. Souvent, faire une pause, vraiment faire... se vider la tête, se vider la tête, complètement penser à autre chose et laisser de côté... ce qui marche très très bien, là par exemple, mon roman qui sortira en 2025, qui est prêt, parce que comme je vous disais, j'ai la chance d'en avoir 2 d'avance. On veut des indices. On veut les exclure. Oh là, il est loin. Mais de base, l'histoire, c'est un roman que j'avais écrit pendant la Nouvelle-Zélande, je crois. Ouais. Je l'avais écrit. Et mon éditrice l'avait retoqué en disant oh, non, ça va pas du tout, non. Et je l'ai laissé dormir. Mais il y avait une part de moi qui savait qu'un jour, il reviendrait sous une autre forme, mais je l'ai laissé dormir pendant 4 ans. Et l'année dernière, je me suis dit, non, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. J'ai tout remis à zéro, j'ai gardé l'essence du roman, mais j'avais une vision complètement différente, beaucoup plus mature, avec beaucoup plus de distance. Et j'en ai fait quelque chose qui est finalement très différent de ce que je voulais en faire à la base. Mon éditrice a complètement adoré et il sort en 2025. Mais donc, je pense que laisser dormir... Laisser mijoter, le temps quoi. mijoter et prendre de la distance par rapport à son texte. Et on revient dessus avec une vision mais complètement changée et complètement plus mature, plus travaillée. Faut pas avoir peur de le faire. Comment est-ce que tu te voyais plus tard, toi, quand t'étais enfant?
Quand j'étais enfant, je pense que je me projetais même pas. Je m'amusais et puis je me disais, bon, on verra bien plus tard. J'aimais bien jouer avec mes frères et m'éclater, mais en vrai, je pensais pas trop à demain. Vous étiez 9, je crois, 9 enfants. Rétrospectivement, parce que je pense que sur le moment, tu te rends pas compte de ce que ça signifie, vu que tu connais pas d'autres réalités. Aujourd'hui, tu dirais que ça t'a apporté quoi d'être au sein d'une famille si nombreuse? Bah, je dirais que en regardant en arrière, ça m'a apporté beaucoup de protection et de l'amour finalement. Quand je regarde, je pense que j'ai grandi sans jamais être inquiet. J'ai cette chance, je savais que j'avais toujours un frère ou une sœur là pour m'aider, pour me protéger, pour m'accompagner, pour me donner à manger. Donc j'ai toujours été un peu couvé comme ça. Et ça, je pense que ça n'aurait pas été possible si j'avais pas eu tous ces frères et sœurs et mes parents bien sûr à côté de moi. Comment tu crées en grandissant ta propre identité? Parce que c'est vrai que ça doit être plus difficile quand tu as autant de frères et sœurs, tu vois, d'exister, on va dire, en tant que vraiment Maury, en tant que toi-même. Finalement, ouais, je pense que j'affirme, on va dire, mon identité finalement après à partir de l'adolescence, comme beaucoup, hein, mais c'est avec les amis, finalement, on se détache un peu justement de tout ce tissu familial et en sortant avec les potes, avec la musique et des choses comme ça, quoi. Qu'est-ce qui fait que toi, une fois que tu t'engages dans cette voie, ça vient confirmer ou infirmer le fait que finalement, tu as envie de persévérer sur ce chemin? Je pense que ça a été quasiment instantané, hein. Moi, ça s'est passé sur mon premier cours de cuisine. Donc, on arrive, les premiers, donc les ETP, les travaux pratiques. Et donc là, on a avec nos vestes de cuisine, nos toques mises de travers. À ce moment-là, je n'ai plus déguisé qu'habillé, vraiment. C'est la première fois que je mets une veste de cuisine et tout. Et le premier cours, c'est faire de la volaille. Donc à ce moment-là, chez mon poulet, c'était le poulet rôti, donc il fallait brider une volaille. Donc littéralement, on a une grande aiguille, on a un fil et puis on doit coudre ces poulets. Donc au tout début, je me demande qu'est-ce que je fais là à coudre un poulet, quoi. Et là, tu t'es dit, c'est fait pour moi. mais pourquoi je suis là à coudre un poulet? Je pensais cuisiner et je fais de la couture. Et il s'avère que je l'ai très bien fait. Waouh! Et que c'était très bon à la fin. Et le prof m'a félicité. Et je sais pas, quelque part, j'ai cette petite fierté de me dire, avec mes deux mains et un poulet, j'ai fait ça. Et à partir de ce moment-là, je pense que déjà, j'ai commencé à être un peu accro à ce côté de c'est moi qui l'ai fait, cette fierté un peu pure de l'artisan, quoi. J'ai fait ça avec mes deux mains et j'avais envie de recommencer le lendemain, quoi. Si on parle des horaires, quoi, pour que les gens puissent réaliser, tes journées ressemblent à quoi à ce moment-là? À ce moment-là, je suis apprenti, donc en plus, il faut dire qu'elles sont aménagées à ce moment-là, parce que j'étais encore mineur. Et donc, on commençait à 9h. Le service finissait aux alentours de 14h, 14h30. Je partais en coupure. On revenait aux alentours des 17h30, 18h. Et après, je finissais à 23h. Ok. Donc, c'est une journée complète, finalement, totalement dédiée au travail. Et c'est vrai que ça permet on doit restructurer, entre guillemets, sa vie, hein, même si on est ado à ce moment-là et que j'ai 16-17 ans à ce moment-là. Finalement, ouais, je vois moins mes potes. Mais donc, ça nous oblige aussi à être vraiment sûr de son choix. Parce que finalement, c'est un choix de vie, quoi. Je suis plus avec eux le week-end, mais la semaine, je les vois plus, mes potes. Donc, il y a aussi toutes ces choses-là à mettre en avant. C'est sacrifice, mine de rien, quand même, à prendre en compte. C'est des petits sacrifices, quoi, finalement. Qu'est-ce que ça change ensuite? Je crois que tu entres au Royal Monceau. Qu'est-ce que ça change de passer de ce restaurant de quartier à un palace? Est-ce que les exigences sont différentes? Est-ce que ce que tu apprends est différent? Ouais, moi, c'est mon rêve. Donc, ce qui m'a lancé dans ce métier, c'était vraiment les palaces. Et donc, quelque part, moi, en rentrant au Royal Monceau, je réalisais une partie de mon rêve. Et donc, très jeune, parce que c'est à 18 ans en plus. C'était la bombe, les gars. Moi, j'ai réalisé mon rêve. C'est bon, salut. Merci, j'ai tout fait. Et en fait, non. Et donc, je me retrouve là-bas et je comprends ce que c'est que réellement un palace. Et là, je vois qu'il y a 10 niveaux au-dessus d'exigences nécessaires pour faire ce métier à ce niveau-là. Et les débuts sont assez durs. Donc, je commence comme à l'époque, on faisait quand on sort de l'école, commence par le petit déjeuner. Donc, je suis un roi de l'omelette, il n'y a pas de problème. C'était pas celle de la cantine. Non, là, ça va, c'est pas celle de la cantine. Vraiment, je maîtrise à fond l'omelette maintenant. J'ai toujours pas perdu, mais c'est un poste qui nous permet de nous organiser et d'apprendre le rythme, l'envoi, la rigueur. Et je fais ça pendant 2 mois, je crois. Après, je vais voir mon chef, je lui dis, bon, ça fait 2 mois que je fais des omelettes, j'aimerais voir autre chose. Donc à ce moment-là, je passe au bar. Donc je vois encore autre chose, c'est un peu plus des salades, des sandwichs et tout. Et au bout de 6 mois, je crois, il y a une place qui se libère au restaurant gastronomique. Donc à ce moment-là, je postule, je me dis, bon, j'ai envie de voir réellement ce que c'est que la cuisine gastronomique. On me prend, et à ce moment-là, c'est vraiment
on va dire, une des périodes les plus dures pour moi professionnellement, parce que j'arrive dans une équipe où c'est la première fois que je rencontre un restaurant étoilé au guide Michelin dans ma carrière. Une équipe avec des collègues qui sont tous surentraînés, qui sont à un niveau là, et moi je suis tout juste là. Et donc il faut que j'ai un retard à rattraper, quoi. Donc c'est tous les jours, je suis à la bourre, dépêche-toi Maury, j'ai le chef sur le dos, c'est quoi ce taillage Maury, c'est quoi cette cuisson? Et il faut que je me remette au niveau. Et je sais pas à ce moment-là ce que le chef a vu en moi, mais il m'a jamais lâché, il m'a poussé. Et au bout de 6 mois, j'étais au même niveau que les autres. Mais c'était les 6 mois les plus intenses, on va dire, de ma vie professionnelle, quoi. C'était tous les jours, donner 2 fois plus pour se remettre au niveau. Est-ce que tu t'es remis en question à ce moment-là? Ouais, à ce moment-là, il y a un moment de remise en question parce que c'est tellement intense qu'on se demande si on va y arriver, quoi. Je me dis, est-ce que je suis pas juste pas un cuisinier de gastro et peut-être un cuisinier qui est bon pour faire une cuisine plus traditionnelle, mais pas pour ce niveau d'exigence. Il y a une remise en question qui se fait. Et justement, c'est pour ça que je parle de ce chef-là qui m'a pas lâché parce qu'il m'a fait comprendre que non, t'es un cuisinier de gastro, mais t'as la mentalité, mais t'as pas encore les capacités. Donc, il faut que tu travailles pour les acquérir. Qu'est-ce qui se passe après la fin de cette expérience au Royal Monceau? Pourquoi est-ce que tu quittes cet endroit? Je reste là-bas pendant 2 ans et demi finalement. Et donc, une fois que j'étais totalement installé dans l'équipe, pour moi, j'ai ce déclic où je me sens vraiment passionné par ce que je fais, mais au sens premier. Alors qu'avant, je faisais très bien ce métier, mais ce n'était pas forcément une passion. Et donc, ce déclic, il se produit vraiment pendant ces 2 ans et demi. Et à ce moment-là, mon chef s'en va. Et il me dit, Maurice, si tu veux vraiment finir ta formation de cuisinier gastronomique, je vais t'envoyer chez mon ancien chef, donc Christophe Moret au Shangri-La. Et tu vas vraiment apprendre du basique, du classique, cuisine française. Et donc, je vais au Shangri-La, qui est un autre palace. Et là, je reste là-bas 6-8 mois. Et pendant tout ce temps-là, je prends de la cuisine française matin, midi, soir. Donc, les sauces, les cuissons, les découpes, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment ce qui va raffermir et finaliser ma base de cuisinier. Quand je finis cette expérience, à ce moment-là, je peux dire que je suis un professionnel accompli et qu'il n'y a plus grand-chose qui me fait peur d'un point de vue cuisine. Quand est-ce qu'arrive l'aventure Top Chef? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, je pense que j'ai ma place dans cette émission? Alors, Top Chef, ça arrive suite au Shangri-La, je vais au Mandarin Oriental. Donc, là, tu t'es dit, je vais faire la tournée des palaces. Voilà, c'est pour moi, là. Tu dis, c'est bon, c'est fait. Et là, je rejoins un chef que j'admire toujours beaucoup, qui est Thierry Marx. Ouais. Et donc, je passe 4 ans et demi là-bas. Je passe de mi-chef de partie, qui est un des grades les plus bas, petit à petit, jusqu'à sous-chef. Et je le seconde pendant 2 ans et demi. Et au bout de ces 2 ans et demi, j'ai la sensation d'avoir fait le tour. Je me dis, je suis avec ce chef que j'admire, mais je le connais maintenant, je présente des plats, il me les valide, je sais ce qui lui plaît, je sais ce qui lui plaît pas. Mais par contre, je commence à avoir envie de proposer ma propre cuisine, une cuisine qui me ressemble. Donc à ce moment-là, je sais pas vraiment à quoi ça ressemblerait, mais juste l'envie de décider et de faire ce que j'ai envie de faire. Et je me dis, au bout d'un moment, tiens, je vais ouvrir mon propre restaurant. Et donc, cette idée, petit à petit, a mûri. Et au moment où j'ai vraiment le concept du restaurant, je me dis, d'un point de vue très terre-à-terre, faire Top Chef quand on ouvre un restaurant, ça peut être un bon move. Ça peut aider. Ça peut être un bon move à faire de faire Top Chef en ouvrant son restaurant. Et donc, je candidate. Ce qui se fait plus beaucoup, d'ailleurs, maintenant. C'est plutôt du chasse, plutôt les chefs, que des chefs qui candidatent. Et je passe toutes les étapes de casting et par chance, je suis pris. Donc, tu ouvres ensuite la sortie de Top Chef, ton restaurant. Est-ce que tu n'as pas peur des risques, en fait, que ça implique d'ouvrir son propre restaurant? Parce que c'est vrai que c'est un projet qui fait fantasmer, j'imagine, beaucoup de personnes, peut-être même des personnes qui nous écoutent. Mais parfois, il y a des barrières qu'on peut se mettre, que ce soit financières, que ce soit même de confiance. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, en fait, j'y crois et je suis prêt à endosser les risques que ça implique? Moi, c'était... Finalement, je me suis mis dans une obligation de réussite à ce moment-là. Parce que ce restaurant, je l'ouvre, mais les financements, il y a une partie par la banque, oui, mais tout le reste, c'est de la love money. C'est des proches qui m'ont avancé de l'argent, c'est des proches qui ont investi dans l'entreprise. Et à ce moment-là, j'ai le poids aussi de ces responsabilités sur le dos. On a besoin de combien à peu près pour ouvrir un restaurant, pour avoir un ordre d'idée? Pour ouvrir un restaurant, entre 600 et 800 000 euros pour un restaurant, on va dire, gastronomique. Ouais. Après, on a besoin de beaucoup moins si on fait un snack, mais pour ce genre de choses-là, 600, 800, c'est pas mal. Ouais.
Et donc, à ce moment-là, quand je le prends à 28 ans, bah, t'as déjà ça sur le dos, quoi. Donc, c'est une responsabilité financière d'abord. Ensuite, il y a aussi un petit peu d'ego. C'est qu'à ce moment-là, bah, je sors, je viens de faire Top Chef. J'ai toutes les conditions réunies pour réussir mon ouverture donc, et de montrer mon talent en tant que cuisinier aussi. Donc, il y a cette pression que je me mets. Et après, il y a une pression aussi toute nouvelle pour moi qui arrive, c'est celle de chef d'entreprise. Donc, j'ai des salariés, j'ai un loyer, j'ai des charges à payer et tous ces gens-là me rejoignent dans cette aventure et comptent sur moi à la fin du mois pour leur verser leur salaire et eux puissent vivre leur vie à côté. Donc, je suis aussi responsable envers eux. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont potentiellement de la pression, pour moi, qui se transforment en force, c'est se dire, en fait, là, je peux pas foirer. Tu as fait l'une des unes du Times aussi, ce qui est quand même incroyable. Ouais, ça, c'était fou. Bravo. Merci. Est-ce qu'on te prévient, j'imagine, hein, mais on te prévient avant? Tu sais comment ça s'est passé? Tu reçois un mail, bonjour Maury, on vous veut dans notre une? C'est à peu près ça. Hein. En vrai, on reçoit un premier mail qui nous dit félicitations, vous êtes ranké dans la liste. Donc, trop cool, super déjà. Donc, c'est quoi les 100 personnalités les plus influentes C'est ça, ou de demain, quoi, le next. Et donc, je me dis, super, déjà, je suis super content, moi. Je m'attends pas à être ranké dans ce type de liste en étant dans ma cuisine et en faisant à manger, finalement. Peut-être 2 semaines avant la sortie, on dit, en fait, vous allez faire la une. Donc, quand est-ce que vous êtes dispo pour un shooting? Je fais, what? Vous n'êtes pas trompé de destinataire dans le mail, là? Et non, c'est avéré qu'ils ne se sont pas trompés. Et donc, ça se fait super vite quand on shoot. Et puis, 1 à 2 semaines après, le thème sort. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu n'es même pas encore implanté à l'international. Non, c'est que... Donc, ils sont vraiment allés... Comment tu penses qu'ils t'ont eu dans leur radar? J'avais déjà été ranké dans une de leurs listes il y a 2 ans, mais c'était une liste très large. Mais je ne sais pas comment ils arrivent à me sortir de là et se dire, lui, c'est pas mal. Mais pour le 100, en plus, c'est sur un système de parrainage. Donc, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a un ancien donc ranké qui, lui, est passé au niveau, entre guillemets, supérieur, donc Omar Sy, qui a pu parrainer une personne et qui a dit, en fait, regardez Maury Sacco. Et à ce moment-là, apparemment, c'est d'accord. D'accord, ok, trop bien. Moi, j'ai pas inventé grand-chose dans ma vie. Mais par contre, tout ce qui me fait des petites pop-corn dans le cerveau de « Ah ouais, c'est trop intéressant et tout », j'ai envie de voir dans l'œil des autres la même chose. Je veux délivrer le truc. Et quand j'étais petit, quand tu as 7 et 8 ans de moins que ton frère et ta sœur et que tu veux parler des trucs que tu as lus ou que tu as machin, il faut être très fort pour les intéresser. Ils s'en foutent, t'es le petit dernier, tu vois. Mes sujets de prédilection que j'avais à l'école primaire, c'est des sujets qui m'isolaient. J'étais plutôt tout seul. Alors moi, j'ai pas eu de harcèlement. J'étais bien aimé de tout le monde, mais j'étais dans mon coin, j'étais tout seul. Et fun fact, c'est les mêmes sujets qui font qu'aujourd'hui j'ai des gens qui écoutent ce que je dis, donc ça c'est rigolo, tu vois. Ouais, cultiver votre différence. Ouais, c'est fou, hein. Mais en tout cas, dès que je voulais parler avec les autres des sujets qui m'intéressaient, il fallait que je sois toujours fun, attirant dans le sujet, tu vois. J'avais compris, il fallait pas que je cherche à les rendre experts ou aussi intéressés que moi, il fallait que je leur donne les éléments les plus sexy et à quoi ça pourrait leur servir. Donc je pense que ça m'a construit un ADN de ok, on peut être pédagogue, mais par contre il faut être divertissant dans sa manière de délivrer l'information, tu vois. Et puis après on peut creuser du deep sur la transmission. Dans le spectacle, c'est le curseur divertissement est très très haut. Dans les conférences, c'est middle entre le divertissement et la passation de savoir. Et dans les livres, on est un peu moins divertissant, même si là, pour le dernier bouquin, comme c'est sur l'attention et que je voulais que les gens qui ont un déficit de l'attention puissent le lire, j'ai rajouté plein de techniques et plein de mécaniques pour qu'ils ne décrochent pas, donc on récupère encore du divertissement. Comment tu définirais qui tu es aujourd'hui ? Je peux m'allonger. Ouais, allonge-toi, on y est presque. Pour faire une séance là, ouais, c'est le but. Je sais pas du tout. Je suis à chaque fois que les gens doivent me présenter sur un event ou dans la presse ou quoi, ils me disent on met quoi? Je fais mettez Fabien. Voilà, c'est Fabien. J'ai pas envie de chercher des cases. C'est le message que j'ai à la fin de mon spectacle. On rentre pas dans les cases et c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. On a le droit de choisir plein de cases et super nouvelle, on a le droit d'en changer en plus après au fur et à mesure si on a envie et de revenir en arrière et en fait juste de se débarrasser de ça. Donc je suis passionné du cerveau, ça c'est sûr. J'ai un grand besoin de liberté et d'autonomie pour être heureux. Je l'ai déterminé ça assez tôt dans ma vie. Et donc, j'ai envie de me lever facilement le matin. Je n'ai pas de réveil en général, tu vois. Donc, il faut qu'il y ait un truc qui me stimule au réveil, qui me donne envie de sortir de la couette.
Donc, je fais en toute autonomie des trucs en rapport avec ma passion. Et donc, mon premier métier, c'était d'être conférencier. Mon métier là, le plus long, c'est de faire des spectacles depuis 2011. Mais en fait, c'est que des supports d'expression. Donc, je suis artiste quand je suis sur scène, je suis conférencier quand je fais des conférences, je suis auteur quand j'écris un livre, je suis vidéaste quand je fais une vidéo. Tu vois, autour toujours du même sujet, mais tous les supports me permettent d'en parler différemment. Ton premier métier, si je me souviens bien, c'était quand même sur les marchés. Ah oui, alors des jobs, il y en a eu. Des jobs, il y en avait pas mal. T'as bien révisé. Mais tu sais quoi, j'ai même pas réécouté l'épisode. Hein. Je m'en souviens, ça m'a marqué. Parce que je me suis dit, mais en fait, c'est tellement chouette de voir qu'on peut avoir un chemin atypique et aujourd'hui vivre de sa passion. Je me suis dit, putain, Fabien, c'est vraiment un mec qui est passé par tous les jobs. Alors, j'étais émancipé à 17 ans. C'était OK pour mes parents, quoi. Ça vient pas d'un clash ou quoi, mais toujours ce besoin de liberté, d'autonomie. Et donc, fallait taffer, donc je taffais, tout ça, machin. Et c'était l'année de mon bac. Après, je passe le bac, et puis moi, j'allais au lycée quand c'était les cours qui me plaisaient, quoi, tu vois. À la carte. À la carte. Et donc, j'avais fait des calculs très savants pour taffer en même temps et aller à la carte et avoir un 10 de moyenne à la fin, tu vois. Pour le bac. Et j'ai mal calculé parce que j'ai eu 9,86. Alors des fois, ils te le donnent, tu vois. Sauf que moi, j'avais des gros tampons de absence et tout, donc ils ne me le donnent pas. Et il faut aller au rattrapage. Mais moi, je travaillais. Donc, comme plein de gens, je me suis dit, allez, c'est bon. Moi, je ne voulais pas faire d'études longues. Donc je me suis dit, j'irai l'année prochaine en candidat libre. Et comme tous les mecs qui disent ça, j'y suis jamais allé en candidat libre après. Donc finalement, j'ai pas le bac, j'ai pas été sanctionné par un diplôme. Sanctionné. Ouais, mais parce que c'est là, il y a des storytelling qui se font parfois de gens qui racontent une partie de mon histoire dans des articles ou quoi. Et je suis pas d'accord en fait, parce que c'est le côté, il a pas eu le bac, regardez ce qu'il fait, ses livres, ils sont étudiés dans des facs et tout. Oui, c'est une singularité en fait. Hein. C'est un coup de bol que j'ai eu, quoi. Ne pas avoir mon bac a été une honte, puisque durant des années, quand on me disait t'as fait quoi comme études et je disais j'étais en terminale S, j'ai fait un parcours S. Mais je disais pas, j'ai pas eu le bac à la fin, tu vois. Et puis c'est quand même dommage de faire autant d'années de lycée pour pas après juste avoir le diplôme. Voilà. Donc je trouve ça débile. Ça m'aurait pas plus servi, mais ça m'aurait évité de traînasser ce petit truc un peu honteux. J'ai quand même une petite question qui me taraude quand tu disais que quand tu étais petit, tu étais un petit peu à part parce que personne ne s'intéressait aux sujets auxquels tu t'intéressais. Quels étaient ces sujets ? Tout ce qui passe. Tu vois, c'est vraiment tous ceux qui parlaient d'un sujet en étant passionnés, je trouvais ça passionnant. Donc j'aurais pu croiser un gars qui me disait, tu sais, je fais des courses d'escargots parce que j'adore ça. Alors il y a les coquilles et les sans coquilles, tu vois. Et s'il y a un truc qui s'allume dans ses yeux, je vais faire, ah ouais, d'accord, mais c'est quoi la ligne de départ, tu vois. Donc tout m'intéressait, mais le point commun, c'est comment fonctionnent les choses, plus sur du micro, donc comment fonctionne l'humain et l'intérieur de l'humain, mais le macro aussi m'intéresse parce que j'étais passionné d'astrophysique, tu vois, donc pareil. Mais c'était, tu sais, je fais des casse-têtes encore aujourd'hui, souvent maintenant en vidéo et tout. Je fais des casse-têtes depuis que je suis petit. Ce qui m'intéresse, c'est voilà, comment ils fonctionnent. Je me suis intéressé à la magie, non pas pour savoir le truc, comme beaucoup de gamins, mais parce que ça me fascinait de me dire comment ça se fait que mes parents, que je considère intelligents, ne comprennent pas comment j'ai fait. Si la pièce n'est pas dans ma main droite, c'est que la pièce est dans ma main gauche. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, tu vois ? Et donc, Fabien va à la médiathèque de La Rochelle pour prendre un livre de psychologie et il pipe pas grand-chose, finalement, tu vois ? Mais c'est ça, c'est tous ces trucs-là. C'est comment ça fonctionne le monde, comment ça fonctionne les gens. J'étais très observateur. J'ai pas de grands besoins sociaux, donc je passe plus de temps à observer qu'à faire. J'ai pas de grands besoins sociaux. C'est vrai. De façon très... J'adore, très politiquement correct de dire je suis un putain d'introverti. mais pas tellement, parce que je passe bien socialement, je fais bien, c'est fluide, mais mes amis, spontanément, je vais pas les appeler pour qu'on se fasse une bouffe. Déjà parce que je m'ennuie jamais, je connais pas trop ce que c'est, pour le coup, le vrai je sais pas quoi faire. Alors, si tu me donnes du temps, je dis que ça. Il y a plein de trucs que j'ai envie d'essayer, d'expérimenter et tout ça, machin. Dis-toi que quand tu fais du mentalisme, c'est un peu comme quand tu fais de la magie. Les magiciens détournent l'attention pour faire une petite astuce. Moi, je détourne la psychologie d'une personne par moment dans le spectacle.
Et pour détourner l'attention psychologique, il faut qu'il y ait de l'attention. C'est aussi bête que ça. Et en fait, moi, je constate à quel point l'attention baisse. Je te parlais des curseurs dans les conférences et les spectacles. Je vois bien que dans les conférences, j'ai remonté le curseur de 20% dans le divertissement par rapport à avant. Sinon, tu n'arrives plus à transmettre de l'information. Les spectacles d'humour, qui est le milieu dans lequel j'évolue depuis 2011, en humour, aujourd'hui, on dit qu'il faut une punchline toutes les 3 secondes. Oui, mais pourquoi il a faux ? Je suis d'accord que par rapport à il y a 15 ans, je vois 3 spectacles en un maintenant, tellement vous avez rentré les vannes au chausse-pied. Mais il en reste pas beaucoup plus de choses après le spectacle. Et on trouve ça formidable et c'est vrai que c'est une performance. Mais pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui ? Pourquoi sinon les gens décrochent très vite ? Si tu as le malheur dans ton show de vouloir faire un truc un peu plus posé, réfléchi, mais drôle en même temps, mais plus dans le sourire que dans le rire perpétuel et la punchline, bah ton public décroche parce qu'il y a une perte de l'attention. Donc moi, dans mes différents métiers, je la vois, cette perte de l'attention. Et je trouve qu'on a des indices très forts où à tout âge, elle est en train de se détériorer. Et il y a des trucs qui sont pour moi très flippants, c'est-à-dire que toi, moi, on a déjà commencé à construire notre vie personnelle et professionnelle. Donc ça a un peu moins d'impact sur notre futur. On n'est pas exempt de notre addiction à la dopamine et de notre baisse de l'attention, mais peut-être les conséquences sont moins dramatiques. Pour des adolescents ou des jeunes adultes, si ils perdent leur attention, il en découle une perte de motivation. Parce que quand tu vas chercher ta dopamine ailleurs que dans « bon, bah du coup, je vais faire telle expérience, je vais m'intéresser à tel sujet, etc. » Si tu perds ta motivation, il en découle des dépressions. Parce qu'à un moment donné, tu as 30 ans, tu relèves les yeux et tu n'as pas tellement expérimenté. Finalement, tu t'es pas intéressé à certains sujets, etc. Parce qu'il y a des expériences de vie que tu les fais justement pour ne pas t'ennuyer d'un manque de dopamine. Tu le fais aussi pour ça, tu vois. La personne que tu es maintenant, elle vient aussi du fait que tu avais du temps de réflexion avant et que tu avais des motivations avant, tu vois, sinon tu ne ferais pas ce que tu fais aujourd'hui. Sur le côté, ma réussite, elle est où, tu vois ? Je pourrais me dire, maintenant, je fais le même spectacle que d'habitude, ma réussite, elle est faite. Mais je considère que ce n'est pas ça le contrat que j'ai avec le public qui vient me voir. La majorité des artistes te diront, c'est ta proposition artistique, les gens viennent la recevoir et ils la reçoivent ou pas. C'est ça être un artiste. J'ai un autre point de vue sur le divertissement, moi, qui est de mon job est de faire tous les soirs le même spectacle adapté à la salle que j'ai en face de moi. Pour moi, dans le mot spectacle vivant, il y a vivant. Et si je fige la même chose tous les soirs, je ne suis pas en accord avec la vie qui est autour de moi. Donc, j'ai 2 stratégies pour ça. Tous les soirs, je m'adapte au public. Je vais adapter la puissance de mon jeu. Je vais adapter certains mots. J'ai plus des intentions que des phrases écrites. Tu vois, je vais adapter la force de mes vannes, la puissance de mes vannes, etc. etc. parce que parfois, tu as un public qui est un peu moins chaud, on va dire. Tu vois, dans les deux écrits, français et anglais, tu vois, ils sont un peu moins chauds. Donc, si tu vas trop en force, bah, juste, tu vas les perdre, quoi. C'est dommage. Parce qu'en fait, ils ont payé un billet qui a coûté un certain prix. Ils ont peut-être payé une babysitter. Tu vois, ils ont réservé leur soirée. Ils sont venus passer un bon moment. Tu as la capacité d'adapter ton spectacle pour leur donner ce bon moment. Donne-le, tu vois. Et puis après, il y a des publics qui sont on fire. Et puis là, tu vas te faire plaisir et tu vas monter tous les curseurs. Et c'est OK. Donc moi, je pense que l'artiste doit s'adapter quand même à sa salle. Et ma deuxième stratégie, c'est la sincérité. Puisque moi, je n'ai pas de quatrième mur. Hein, je m'adresse toujours au public directement. Et cette sincérité, j'ai acquis ça en 2017. J'ai trouvé une idée que je regrette encore aujourd'hui. Tous les soirs, quand je monte sur scène, je n'ai pas écrit l'intro du spectacle, c'est-à-dire les premières phrases que je vais prononcer. Et tous les soirs, je me dis, comme ça, en arrivant sur scène, je vais être obligé de dire ce qui me passe par la tête, de trouver un truc à dire, et je vais forcément le dire sincèrement, et ça va me mettre dans l'émotion de la sincérité plutôt que de me mettre dans l'émotion de « je joue ce spectacle pour la 287e fois ». Tu vois. Je te jure, Louise, tous les soirs, j'ai 17 pas à faire entre le pendrillon côté court et le centre de scène. Durant ces 17 pas, je me dis « Putain, mais Fabien, t'es trop con, quoi. Là, t'as rien à dire. Je sais pas ce que je vais dire. Là, c'est sûr, j'ai rien à dire ce soir. Donc, je vais dire « bonsoir, je suis content d'être là, c'est nul, tu vois. » Et je me dis « Mais pourquoi t'as pas écrit une phrase générique en joker quand même, en cas où et tout. Et hop, la lumière s'allume, le son se termine, je dois parler. Et il y a un truc qui sort. Parce qu'on a toujours un truc à dire. Et que je vais pas rester comme ça, la bouche ouverte.
Et au pire, je vais dire ce qui s'est passé dans cette salle, juste avant en loge, ou ce que j'ai fait hier, ou un truc dont j'ai envie de parler. Et ça part de la sincérité comme ça, tu vois. Et en passant par la sincérité, je peux retrouver comme ça les états de flow sur la sincérité. Ça me permet de redonner un challenge, quand même un petit enjeu, tu vois. Là, il faut que je sois bien sincère tout le long.